Les grosses têtes dans la nuit des temps, octobre 84, on pouvait entendre Charlotte de Turckheim sur RTL, Sim, Roger Pierre et Claude Sarraute, puisque tout ce beau monde était les grosses têtes de Philippe Bouvard. De Monsieur Delay qui habite Cudessart. Non, Mais j'ai pas, Il y a toujours des noms pas possibles aussi. Hein. Bah, nous avons eu Madame Laura Chamouillet la dernière fois. Madame Chamouillet et Monsieur Grovier, non? Non, non, mais presque. Non. Verte Verge. Elle est au courant. Écoutez. Elle C'est s'intéresse aux vieux noms de chez nous. C'est pas vert. Monsieur Belleverge. Monsieur Belleverge. Et il y a un deux verges aussi, plus. Genre là, c'est plus prétentieux là. Mais ça existe, les handicapés patronymiques. Il y a des gens dont la vie est un calvaire à cause de ça. Hein. C'est pas très cher, mais c'est très long. Ben oui, ça va devant le Conseil d'État. C'est 2 ou 3 000 francs, mais c'est très long, très long. Ah oui, puis c'est pas toujours accepté, hein. Il faut vraiment que ce soit très il faut grave. que c'est quand même un rapport. Hein, bon. Puis on a Monsieur Belleverge, il faut qu'il tienne ses promesses. Hein. À mon avis, il doit être très fier de s'appeler comme ça. Il aurait changé de nom. Oui, il a pas demandé à changer de nom. Si ça se trouve, il s'appelle Dupont, mais il utilise ce pseudonyme parce que il sait que ici, il aura davantage à votre attention. Voilà. Oui. On n'a jamais vu le contraire. Quelqu'un qui s'appellerait par exemple Dupont et qui va demander au Conseil d'État de s'appeler Belleverge, par exemple. C'est rare, ça, non? On doit pas le savoir, non? Mais les cocus, par exemple, le type qui s'appelle Cocu. Madame Cocu. Moi, j'en ai connu une, la maîtresse de Joatia s'appelait Carmen. Elle s'appelle toujours Carmen Cocu. Carmen Cocu. Oui. C'est un nom de où, ça? Quelle région? Bah, vous savez, je pense que les noms viennent souvent Oui, de c'est des la profession. C'est des surnoms. Là, c'est pas une profession, hein, Cocu. Vous savez, ça dépend, ça peut être reconnu si c'est héréditaire. Il est tellement cocu qu'il en avait fait un métier, le mec. Question de... Monsieur Delay de Cudessart, puisque Voilà. c'est parti de là. Quel privilège exceptionnel accordait-on à Winston Churchill lorsqu'il prenait l'avion? Fumer avant le décollage. Pas boutonner sa ceinture. Oui, de fumer. avant le décollage. Il avait le droit de fumer ne au jamais décollage. éteindre son cigare. Très bonne réponse collégiale, tout le monde y a collaboré. Il a d'ailleurs été incinéré, je crois, à la fin. Il est parti en fumée. Oui. Je sais pas, où est-ce qu'on a mis les cendres? Dans la vanne, Il a peut-être? été incinéré, Dans le Churchill? cendrier. Il me semble, oui. Non, vraiment? C'est le Alors- plus bel enterrement que Léon ait fait. Vous n'aimez pas les enterrements? Parce que je dois vous dire que Claude Sarraute, ici présente, a été longtemps critique de télévision. Et vous n'appréciez pas les enterrements que faisait Léon? Moi, j'ai même eu les mariages, hein. Quand j'adorais ces mariages. Ah oui? Surtout au moment du mariage de la fille de la reine. Quand il lui disait, madame, je vous comprends votre malheur de perdre votre fille. Il lui disait il ça parlait à comme la ça. reine. Hein. Ah oui, mais ils se connaissent très bien. Ah, il nous expliquait ça, il nous disait c'est affreux pour une mère de perdre sa fille, de perdre Son enfant. oui, c'est ça, son enfant, quoi. C'est Ouais. un grand moment, très émouvant, etc. Puis on voyait cette vache de princesse Anne qui avait l'air mauvais. On se disait que la reine devait être bien contente d'en être débarrassée. Mais alors, Léon, il faisait des trucs géniaux, Ah on oui. avait la larme à l'œil. Mais il adore les princesses, Léon. Oui. Comme tous les républicains, d'ailleurs. Non, mais c'est vrai que les enterrements, faut mettre un peu de gaieté. Sans ça, c'est triste, hein. C'est-à-dire que c'était rien de plus historique, triste. hein, parce qu'il savait tellement de choses. Alors, il y a toute l'histoire de l'Angleterre qui dégringolait, puis la guerre des bords, tout ça, tout ce qu'il Ouais, avait ouais, fait, ouais. Churchill. Mais Léon a fait aussi très bien les revues du 14 juillet, du 11 novembre. Ah ouais, tout ce qui est ça, formidable. Hein? Tout ce qui est défilé, tout ce qui est cortège. Ah ouais. Ça, il réussit Ça, très il bien. aura été beaucoup de la revue, lui, hein. Oui. Question Il a même fait dans une émission de télé commenter un striptease. Oui. Oui, ouais. d'un Il y a pas carnaval. longtemps, Il n'y a pas très longtemps, et d'ailleurs nous avons assisté à la tractation. Il avait recruté devant nous la jeune femme qui devait assurer la prestation visuelle, et il lui avait demandé de venir répéter chez lui. Monsieur Sim me démentira. Ah oui, nous étions témoins, Philippe et moi, et il avait dit à cette jeune fille, vous comprenez, j'aimerais quand même voir ce que vous faites au point de vue gestuel, parce qu'il faudrait que mon texte s'accorde avec vos mouvements. Alors je voudrais bien voir ça, et alors donc il nous faut répéter. Mais alors je peux pas répéter dans un café ou dans un studio que je louerais pour ça, alors vous allez venir répéter chez moi, mais je vous demanderai simplement de téléphoner à ma femme pour lui demander l'autorisation. Ah oui, nous étions là. Et le coup avec Bérégovoy? Il lui a demandé de se déshabiller. Non. Ah non. Non, Bérégovoy nous déshabille, c'est pas la même chose. Ah non, je crois que là, on a cru mourir de rire. Nous faisions un gala des grosses têtes À Nevers.
Le fief de Monsieur Bérégovoy. Voilà. Et Monsieur le maire, Monsieur Bérégovoy, est venu nous saluer avant le spectacle. Oui, parce qu'après, il nous aurait pas salué. Non, il a pas assisté au spectacle entièrement. Et alors, on a un traiteur qui vient nous faire à manger le soir, comme ça, c'est très joli, on est de tous les plats. Et il y avait Philippe, il y avait Gérard Jugnot, Castelli et moi-même. Et Léon Zitrone était encore à l'hôtel. Et Gérard Jugnot dit excusez monsieur Zitrone n'est pas encore là, mais il va pas tarder d'arriver. Mais méfiez-vous monsieur le ministre, parce que quand il mange, il éclabousse beaucoup. Alors quand il va vous saluer, on va rester là le long du buffet, bien entendu, vous avez intérêt à vous reculer un peu. Bon, et Léon arrive. Léon arrive, alors il embrasse tout le monde, enfin, il fait des baise-mains à Madame Bérégovoy, Monsieur le ministre et tout ça, et la conversation se poursuit. Et Léon attrape un gros bout de jambon avec du pain, et il se colle ça, loup, dans la bouche, et en faisant ses civilités, laf, il envoie un gros bout de gras sur la main du ministre des Finances. Oh, non, et il s'en aperçoit et il dit oh monsieur le ministre excusez-moi, et monsieur Bérégovoy fait oh c'est de ma faute, j'aurais dû me méfier parce que Gérard Jugnot m'avait déjà prévenu. C'est irrésistible. Très, très drôle. Surtout que la grosseur du morceau, parce qu'il mâche pas beaucoup Léon. Hein. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Question de Monsieur Renan de Cognac. C'est une question difficile. Je pense pas que vous puissiez formuler votre réponse complètement au hasard. Que fabrique un thermoformeur dans l'exercice de sa profession? Ah oui, ça commence mal. Il fait des fours. Non, un thermoformeur. C'est vétérinaire? Non. C'est médical? Non. Non, c'est industriel. C'est mi-artisanal, mi-industriel. Il construit des moules. Température, ça doit avoir... Je pense qu'il y a une source de chaleur qui entre en jeu dans l'exercice de cette profession. Des moules pour figurines? Moules. C'est pas en caoutchouc, non? Il y a quelquefois des variantes en caoutchouc, oui. C'est pas des préservatifs, non? Une usine de préservatifs? Non. Et c'est pas des masques mortuaires? Des masques? Des masques de... Carnaval, non? Les masques de carnaval. Bonne réponse de Roger. Mais je croyais que thermoformeur c'était très vaste comme terme, qui fabriquait des moules pour tout. Du moment que c'était en plastique moulé. Non, pas du tout, non. C'est juste les masques de carnaval. Bon, par exemple, vous savez que tous les ans, on vend des milliers et des milliers de masques de Léon Zitrone. Vous n'avez jamais eu le vôtre? J'ai eu le mien aussi, oui, Ah oui. C'est pour ça que dans vous les jours qui suivent, il faut se méfier. Non, mais quand j'ai une mauvaise action à faire, je mets un masque de Léon. Ah oui. Des gens qui frappent chez lui le lendemain pour se plaindre. Non mais c'est vrai qu'il faut se méfier parce que, par exemple, regardez, il y a eu des cambriolages, des hold-up. Oui, avec le gang des masqués. Oui, ils portaient le masque de Mitterrand, de Giscard. Il y a eu beaucoup de hold-up. De Gaulle a bien marché. Oui, très bien. Oui. Il y avait Adenauer. Des oreilles énormes, vous vous souvenez de Gaulle? Je me souviens très bien de Gaulle. Il y avait un grand portrait de Tizot, l'imitateur au caveau de la République, et il y avait marqué en dessous le seul français que De Gaulle ait enrichi. À l'époque. Il était devenu un peu fou à la suite de cette imitation. Oui. Il était un peu traumatisé. Ah oui. Il s'était acheté une maison de campagne qu'il avait baptisée le Petit Colombet. Je me souviens. Mais tous les gens qui ont imité ou qui ont incarné des personnages. Napoléon, par exemple. Ils sont tous fous, les acteurs qui ont joué Napoléon. Et l'acteur qui faisait le vampire, la Bella Lugosi, par exemple. Et il est mort dans un cercueil et couchait dans le même cercueil pendant des années. Il faisait Dracula. Il y a beaucoup de morts dans les cercueils qui sont pas fous pour autant. Bien sûr. Non, mais lui dormait dans son cercueil. Ah non, mais Sarah Bernard aussi. Oui. Et elle tapissait son cercueil avec les lettres d'amour qu'elle avait reçues. Oui, ça c'est fabuleux, non? Vous vous rendez compte? Elle avait dit à une jeune comédienne: ma pauvre fille, mais en scène, quand tu joues, tu as le trac, tu n'es pas décontractée. Mais madame, je débute. Tu débutes, regarde-moi. Je débute tous les soirs et je suis décontracté. Pourquoi? Parce que je mange des pruneaux en jouant. Oh madame, alors tu vas me faire le plaisir ce soir en jouant avec moi de manger des pruneaux. Mais madame, on a des costumes grand siècle avec crinoline. Et alors? Regarde-moi bien. Alors en effet, la fille voit que Sarah Bernard mangeait des pruneaux. Il fait: madame, j'ai bien vu, j'ai pas osé le faire. Oui, j'ai vu, t'as pas osé manger de pruneaux. Mais oui, même parce que je ne sais pas où mettre les noyaux. Petite idiote, t'as pas regardé ce que je faisais? Non, mais je les crache.
Mais où ça, madame? Ben, dans mon corsage. Elle avait tous les loyaux entre les seins. Ah. Je vous adore, prince. Mais le néné. Oui, revenez de la malmaison. C'est fou, c'est vrai? C'est vraiment drôle. Elle enlevait son corset, tous les noyaux. Et les spectateurs ne s'en apercevaient même pas. Non. Mais c'est curieux. Je ne me rappelle plus qui avait parié avec un copain en disant, tu vas voir, je vais arriver en scène et je vais insulter le public. Le comédien est arrivé en scène et il récitait une fable de La Fontaine. Et ça donnait ça. Le héron emmanché d'un long bec, etc., etc. Et personne ne s'est aperçu de... Mais il faut préciser aussi que les acteurs pratiquent une technique dite de la cantonade, qui permet de parler à tout le monde, sauf d'être entendu par la personne la plus rapprochée. Nous avons un ami qui s'appelle Robert Manuel et qui est passé maître dans cet art-là. Et par exemple, Manuel ne dit jamais au revoir à une dame dont il vient de baiser la main. Il se penche sur elle et il dit bonne bourre. Bon, et la dame n'entend jamais. C'est incroyable. Non, mais c'est... il y a des choses et Henri Varna, l'ancien directeur du Casino de Paris, qui était un monsieur qui aimait bien les jeunes danseurs. Et alors, à chaque fois qu'il leur faisait passer une audition, il était là, bien entendu, dans la salle. Et alors, à la fin de l'audition, il a trouvé les danseurs. Il leur disait, bon, alors, demain à 5h, vous amènerez vos partitions. Touchez-les-moi vite en passant. Et on commencera... Non, touchez-les-moi donc. Et on commencera vers les 18h. Et si vous n'êtes pas pressé, allez, mais touchez-les-moi donc. On fera la répétition comme... Et c'était très curieux parce que moi j'ai vu ça, j'ai entendu ça une fois. J'ai dit mais qu'est-ce qu'il veut qu'on touche? Mais vous, monsieur Sim, vous avez déjà eu des avances de messieurs? Ah oui. J'ai eu une avance dernièrement de 500 francs. J'ai eu l'avance de mon éditeur, il m'a dit qu'est-ce que vous voulez comme avance? Non, mais quand j'étais petit, oui. Il devait être mignon quand même. J'habitais Nantes, il y avait des tramways à l'époque et on était sur la plateforme. Et il y avait un énorme type comme ça et qui me regardait et qui me faisait... Et alors moi je ne savais pas du tout ce que c'était et au moment où j'ai voulu sortir du tramway, j'ai senti une main à l'arrière-train qui me poussait comme ça. Il m'a fait à bientôt sur la même ligne. Et je l'ai raconté à mes parents, je l'ai dit à ma mère. Je lui ai dit, il y a un monsieur qui est arrivé qui m'a mis la main comme ça. Et ma mère m'a regardé et a fait, oh tais-toi, tu m'excites. Dis-moi la ligne, quelle ligne? Je suis la maman. Dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Ah non, mais les gens sont naïfs finalement. J'ai dansé avec la môme Moineau, moi, dans le temps. Elle était venue à l'Amiral. Elle m'a dit, faites-moi danser. Alors elle me parlait, puis elle me glissait comme ça des phrases. J'admire votre beau talent, faudra qu'on s'essaye. J'ai bien aimé le sketch, vous faites le cid, faudra qu'on s'essaye tous les deux, hein. Voilà. Faut dire qu'elle était toujours habillée en marin, alors à l'Amiral, ça devait lui donner des idées. En marin, oui. Ouais. Elle allait au restaurant, elle allait manger souvent chez Jeanne Sourza, au Lavandou, ça s'appelait Jeanne et Nico. Alors elle téléphonait avant, elle disait, j'arriverai vers 1h pour déjeuner. Alors, comme d'habitude, tu évacues les jolies filles. Et on évacuait les on disait, pour pas lui porter ombrage? Oui, il fallait pas qu'il y ait une jolie fille dans le restaurant, dans une table voisine. Alors Jeanne Sourzac, parce que c'était une grosse arrivée d'argent, hein, elle disait, madame, la table est retenue. Et toutes les jolies filles se tiraient. Ah, je suis contente de venir te voir. Oui, ça va, entrons. Pas de jolie fille. Elle était mariée avec un multimilliardaire. Oui, son mari était ambassadeur en France. T'étais un étranger? Oui, et cet homme était immensément riche, il l'avait couvert de bijoux, de fourrures, de comptes en banque. Bon. Et il y a eu la révolution dans son pays, c'est à Costa Rica, je crois. Il a été ruiné. Il a pu se sauver comme un voleur. Et il est revenu en France, et sa maîtresse est venue le voir avec un gros paquet, énorme. C'était les manteaux de fourrure, les bijoux, les chéquiers, tout. Elle lui avait tout rendu? Une autre maîtresse? Elle lui a la môme tout Moineau. rendu. Ah, c'est la môme Moineau, vous voulez? À môme Moineau, oui. Et avec l'argent qu'il a récupéré de tout ce qu'il lui avait offert, il a fait une contre-révolution à Costa Rica. Il a repris le pouvoir. C'est une belle histoire. Et en remerciement, il l'a nommée ambassadrice C'est joli. en France. Comme quoi, il faut toujours rendre ses bijoux quand on est sûr de les récupérer. Et moi, j'ai assisté à une scène chez le père Tonton, où il y avait une scène, Tonton lui disait, écoute, la môme Moineau, t'es vraiment une fille impossible, t'es infernale. Ton mari t'offre pour ton anniversaire un diamant, et tu lui fous par terre. Oui,
Comment il t'offre un diamant de 50 millions et tu lui jettes par terre? Oui, il sait bien que j'aime pas les diamants blancs. Moi, je l'ai connu un moment où elle avait pas mal de carats. Hein. Oh là là. C'était qui, à Montmoineau? C'était une ancienne chanteuse. Oui, qui détestait Piaf. Oui. Parce qu'elle disait que Piaf lui avait volé son nom de moineau. Moi, je suis le moineau et je ne veux pas qu'il y ait un autre Piaf à Paris. Parce qu'elle était chanteuse et marchande de fleurs au début. Et un jour, elle a eu très froid, place Blanche, et elle est entrée dans une voiture américaine qui était là, dont la portière était ouverte, et c'était la voiture d'un milliardaire. Il lui a dit, vous avez froid, mademoiselle, je vais vous ramener à la maison, je vais vous réchauffer. Mais non. Belle histoire d'amour. Hein. Belle histoire d'amour. À propos de ce qu'on peut dire aux gens, et que les gens ne comprennent pas toujours, je vais vous donner une combine pour gagner des paris, pour gagner du fric. Alors, ça on peut le faire, mais c'est une plaisanterie citadine. Il faut le faire en ville. Vous pariez, moi je le fais souvent, j'ai toujours gagné mes paris. Vous pariez avec un copain que vous allez insulter le flic qui fait la circulation. Vous allez l'insulter carrément à haute voix, hurler les pires insultes. Alors évidemment, le type avec qui vous pariez vous croit pas. Alors il parie ce que vous voulez. Alors moi j'ai la combine suivante. Je dis à mon copain, tu restes sur le trottoir et je vais, ça fait peut-être 30 mètres. Bon, j'arrive de dos à mon copain et je vais trouver le flic et je lui dis, monsieur l'agent, vous n'auriez pas vu un type avec un maillot de corps tout à l'heure au coin de la rue? Il m'a croisé et savez-vous ce qu'il m'a dit? Et l'agent me fait non, je vois pas. Eh ben il m'a dit salaud, bandit. Alors si jamais vous le revoyez dans le coin, je suis là et je voudrais faire un constat. Et alors à partir de ce moment-là, j'ai gagné mon pari. Ça marche toujours. Il y a la même histoire que faisait Selma, ça vous la connaissez. Dans la pharmacie. Dans la pharmacie, c'était merveilleux ça. Il avait un comédien célèbre, je dirais pas le nom parce qu'il est mort, qui se droguait un petit peu. Il lui dit un jour, tu veux un peu de cocaïne? On va aller chez le pharmacien là-bas, près de la place Blanche. Chez le pharmacien. C'est un pharmacien qui a peur de la police. Alors toi, comme tu joues des rôles de policier, tu mets une gabardine. Moi, je vais rentrer, puis je dis au pharmacien, monsieur, je suis un drogué, je suis en manque, mais je suis surveillé par la police. Voyez-vous, le monsieur qui est derrière moi, c'est le policier qui m'accompagne. Et je voudrais une dose. Parce que là, il faut me donner une dose, je vais avoir une crise. Alors tu comprends, si tu fais bien le policier, à un moment, je me retournerai, n'est-ce pas? Alors tu feras ça avec ta tête, tu hocheras la tête. Comme ça, il verra que tu me surveilles. Et alors, tu sais, un coup sur deux, j'aurai la dose, hein, parce qu'il va avoir peur, ce pharmacien. Il a déjà été épinglé 1 ou 2 fois. Il a peur de la police. Alors, le comédien entre avec lui, prend une pause à la James Bond. Le petit Selma va au pharmacien, un vieux pharmacien. Pardon, monsieur, venez par ici. Le monsieur qui est derrière moi, là, c'est un homosexuel. Oui. Alors, je voudrais un pot de vaseline. Vous comprenez pourquoi? Le pharmacien faisait et l'autre dans le français. Il hochait la tête. Et le policier hochait la tête. Et en ressortant, il disait, t'as rien lu? Non, il m'a filé de la vaseline, j'ai pas compris. Il faut dire que Selma, c'était un type fabuleux. Hein. Dans le métro, il criait en 45, c'est une honte, c'est une honte. Alors les gens écoutaient, il disait à un ami, c'est une honte. Et je suis allé place de l'Opéra, j'arrive, la Gestapo fermée. Ils me doivent 4 ans d'indemnité. Tu sais, je vais te dire une chose, hein. Je vais te dire une chose, il peut y avoir une prochaine guerre, hein. Je ne m'occuperai plus de rien. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps, à tout moment, sur RTL.fr.